Bonsoir tout le monde. Donc du coup, cette présentation va porter sur PostgreSQL. L'idée de cette présentation, c'était de vous faire un petit aperçu de quelques fonctionnalités qui existent dans PostgreSQL. Donc ce sera peut-être un peu frustrant pour certains d'entre vous parce que je ne vais pas pouvoir creuser les fonctionnalités. J'ai dû sabrer vraiment on va vraiment voir comme petit aperçu des fonctionnalités de Postgres. Et l'idée aussi, c'était de vous faire un petit speech sur les nouveautés de la nouvelle version qui est sortie au mois de septembre. Donc, je me présente, je m'appelle Adrien Nera, je suis donc DBA PostgreSQL chez Dalibo. Je vous ai laissé mon mail si vous souhaitez me contacter. J'ai un compte Twitter si y en a qui veulent suivre un petit peu. Je relais pas mal d'infos sur Postgres et j'ai aussi un blog. Les slides, je les mettrai sur mon site et peut-être je vous les communiquerai via le Meetup, voilà, si je peux vous les mettre à votre disposition. Donc ils seront sous licence Creative Commons. Et pour information, une bonne partie de ces slides, en fait, j'ai pioché dans la support de formation d'Alibo pour vous présenter ce contenu-là. Donc en gros, là, je vais vous faire une première partie sur un aspect un peu historique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important au niveau PostgreSQL, c'est de comprendre un petit peu d'où vient ce projet. Et pour comprendre un petit peu sa communauté et comment fonctionne le développement du moteur. Je voulais aussi en profiter pour casser quelques idées reçues qui existent sur PostgreSQL. Voilà, des petites erreurs qu'on entend un peu à droite à gauche. Ensuite, je vous parlerai des fonctionnalités, donc ça, ce sera le plus gros de la présentation. Et enfin, moi, je vous parlerai des nouveautés de la nouvelle version et les nouveautés futures qui sont encore en cours de développement pour la version 11 du coup. Donc pour la petite histoire, PostgreSQL, ça a été développé en 1985 par Michael Stonebraker, qui était un universitaire de l'université Berkeley, un chercheur. Et en fait, il a recodé Ingress. Donc à l'époque, en recodant Ingress, il a appelé le moteur PostIngress. Et ça a été raccourci en Postgres. À l'époque, le moteur, le SQL, ça n'existait pas. C'était un autre langage qui s'appelait le SQL. Et quand le moteur a pu avoir le support de la norme SQL, c'est devenu PostgreSQL. C'est de là d'où vient un peu ce nom un peu bizarre, imprononçable. Alors actuellement, les deux noms sont possibles en fait. La communauté accepte à la fois le terme Postgres que PostgreSQL. Un petit mot sur la licence PostgreSQL. C'est une licence qui est assez permissive, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'utiliser le moteur, elle vous permet donc de le forker, de le modifier et de le distribuer sans coût de licence. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre fork et le revendre sans problème. Il y a des boîtes qui font ça. Donc ça, c'est aussi ce qui fait le fait que ce projet-là en fait existe toujours, c'est qu'il y a pas mal de boîtes en fait qui ont forké le projet, qui ont rajouté des fonctions dedans et qui l'ont vendu en fait comme une solution commerciale. Après, dans les faits, nous ce qu'on constate, c'est que les forks en général, ils vivent quelques années et puis ils finissent par crever parce que c'est trop galère en fait à maintenir pour les boîtes. Il y a quand même des boîtes qui maintiennent leur fork, mais quand même, voilà, beaucoup de forks sont partis à la poubelle en fait dans l'histoire. Maintenant, les principes fondateurs de PostgreSQL. Alors ça, c'est un petit peu par ordre. La première priorité en fait au niveau du moteur quand ils l'ont développé, c'était vraiment d'avoir une sécurité des données. Donc pour ça, tout à l'heure, je vais vous parler du modèle acide, des propriétés acides, pardon. Ensuite, c'était le respect des normes. C'est un des moteurs qui est quasiment le plus proche de la norme SQL. Actuellement, vraiment, le moteur le plus proche, c'est DB2. Ensuite, je pense qu'il doit y avoir peut-être probablement Oracle et Postgres qui doivent se tirer la bourre. La différence notable étant surtout qu'Oracle est souvent en avance de phase, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont développer des fonctionnalités qui n'existent pas dans la norme. Donc souvent, ils font un truc à la sauce qui correspond au standard, qui correspondent pas au standard. PostgreSQL, on essaie de suivre au maximum la norme, même si à des moments donnés, quand à des moments donnés, on se rend compte que la norme des fois elle est stupide au niveau de la syntaxe, et en fait ils vont implémenter différemment. D'autres fonctionnalités, j'en sais rien, par exemple le JSON qui est apparu que dans la norme très récemment, en fait dans la communauté on avait déjà implémenté du JSON. Ensuite, le but c'était aussi de proposer un maximum de fonctionnalités, elles sont très riches. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits également sur les performances, donc j'en parlerai un petit peu plus loin. Et aussi une grande particularité de PostgreSQL, c'est l'extensibilité. Le moteur il est extrêmement extensible, il y a beaucoup d'extensions qui existent. Et à chaque fois que la communauté rajoute une fonctionnalité, derrière ils vont toujours se poser la question comment on va rendre ça de manière extensible. Donc ça c'est vraiment un point important, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Et enfin, c'est aussi la simplicité du code, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas, ça ne demande pas d'être une grosse brute en développement,
Enfin, quand on lit le code, on arrive assez bien à comprendre comment ça fonctionne. En termes d'histoire, en 1996, donc c'est là où on a une première version qui a été publiée. En 2003, quelques années plus tard, donc là on a la première version réellement stable qui peut être utilisée. En 2005, on a l'arrivée sur Windows, donc là on voit qu'au niveau du numéro de version, on fait un petit saut, on passe du 7 à la version 8. En 2008, on rajoute plutôt l'aspect performance et fonctionnalité. Donc là, en fait, ce qui apparaît pas très bien ici, c'est que historiquement, ils ont d'abord cherché à faire un moteur très fiable, et puis après, ils ont commencé à travailler sur l'aspect fonctionnalité et performance. En 2010, on a l'arrivée de la réplication. Mon pointeur ne marche plus. Tant pis. En 2016, on arrive, donc là on a la parallélisation qui arrive, ça c'était un des gros points noirs de Postgres. Souvent les gens nous disaient mais on comprend pas, j'ai une grosse requête et puis j'ai qu'un seul CPU qui est utilisé, ben ouais parce que le moteur est multiprocessus et donc c'est un seul processus qui va traiter une requête. Donc en 2016, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais la parallélisation en fait elle est arrivée qu'en 2016, mais les premiers travaux ont commencé plusieurs années auparavant. Et il a fallu, en fait, au fil des versions, mettre en place toute une infrastructure pour pouvoir permettre la parallélisation. On verra d'ailleurs que dans la version 10, cette parallélisation elle est encore enrichie. En 2010, on a l'arrivée de la réplication logique qui était assez demandée également. En 2017, pardon, dans la V10. Un petit slide aussi qui est assez intéressant, c'est au niveau de la progression du code. Donc ce qu'on peut voir, est-ce que je vais voir le curseur? Yes. Ce qu'on peut voir ici, en bleu, là, enfin ouais, en bleu bizarre, ça c'est le code, et ça ici, là, ça c'est le commentaire. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le code, il est assez bien commenté, et que la progression, elle est assez linéaire là-dessus. Alors d'ailleurs, quand vous soumettez un patch dans la communauté de Postgres, votre patch, il va devoir inclure donc, votre fonctionnalité, il va devoir inclure la documentation, il faudra qu'il soit commenté, et il va devoir aussi inclure les tests unitaires. S'il n'y a pas tout ça, votre patch ne passera pas. Alors on peut présenter un patch en montrant, là c'est un brouillon, et puis une fois qu'on a réussi à s'entendre un petit peu sur l'implémentation qu'on souhaite obtenir, on peut rajouter après la documentation et tout ça, mais dans le commit, vous aurez tout ça en même temps. Et ça arrive assez régulièrement qu'il y a des Russes qui se pointent avec un super patch, super brutasse, qui fait des fonctionnalités super, mais il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas les tests, il n'y a pas tout ça, ça passe à la trappe. Enfin, ça passe à la trappe, c'est retour à la personne qui a écrit le patch. Donc au niveau des versions, la communauté maintient les versions pendant 5 ans. Enfin, elle maintient 5 versions majeures. Donc toutes les versions qui sont antérieures à la 9.2, elles sont considérées obsolètes parce qu'elles ne reçoivent plus de mise à jour de sécurité. Enfin, de mise à jour, tout simplement. Et les versions actuelles, c'est donc les versions de 9.3 à la 10. Donc c'est 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 et 10. Et la version en cours de développement, la future, ce sera la version 11. En termes de numérotation, alors déjà, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez la différence entre les versions mineures et les versions majeures sur PostgreSQL? Non. En fait, un changement de version majeure, c'est une version qui va vous rajouter des fonctionnalités. C'est une version qui peut vous entraîner des régressions, en fait. Alors qu'une version mineure, c'est une version qui va comporter que des correctifs de bugs, des correctifs de sécurité, mais qui ne rajoutera pas de fonctionnalités et sauf erreur, sauf problème, qui n'entraînera pas de régression. Alors il y a quelques changements. Alors avant la version 10, la version majeure, elle était notée en fait sur les 2 premiers digits. Donc là c'est ce qu'on voit, 9.6, ça c'est la version majeure, et la version mineure c'était le dernier digit, c'est les 6, c'est le 4. Pour la petite histoire, en fait, en sortant la 9.6, quand ils ont mis en place la parallélisation, je ne sais pas si vous me souvenez tout à l'heure, quand je vous ai présenté, j'ai dit la 7.4, la 8, il y a l'arrivée sur Windows, la version 9, il y a la réplication. Et bien en fait, quand il y a eu la parallélisation, ils se sont posé la question, est-ce qu'on fait un changement, un saut de version, est-ce qu'on passe à la version 10? Et en fait, dans la communauté, ils n'arrivaient pas à s'entendre, il y en avait qui disaient, non, ça devrait plutôt de la réplication logique qui devrait entraîner un saut de version, ça c'est plutôt si. Donc vu qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils sont restés sur la 9.6 et ils ont dit, par contre, maintenant, on va arrêter de se prendre la tête à faire des numéros de version majeure sur 2 digits. Maintenant, on fait un numéro de version majeure sur un seul digit. Donc c'est ce qu'on a ici. Maintenant, à partir de la version 10, maintenant on a une version 10 et le digit suivant, c'est le numéro de version mineure. En gros, il faut tabler sur une nouvelle version majeure tous les ans. Et les versions mineures, il y en a à peu près une par trimestre. Et là, c'est pareil, ça dépend un petit peu
enfin, la communauté sort par exemple une version mineure, puis se rend compte 3 semaines plus tard qu'en fait il y a un gros bug qui peut mettre vraiment en péril votre instance, les données qu'il y a dessus, ben, ça ne va pas le déranger 3 semaines plus tard de relancer, enfin, de sortir un nouveau correctif. C'est vraiment, la communauté a vraiment en tête cette importance-là de fournir un moteur qui soit fiable. Et inversement, ben, c'est pareil, si juste avant de sortir une nouvelle release, et ben, il se rend compte qu'il y a un bug, qu'il faudrait attendre 15 jours de plus pour pouvoir le tester, pour pouvoir bien s'assurer que tout fonctionne correctement, ben, c'est pareil, ils vont retarder la sortie des mises à jour. Ça arrive, c'est très rare, mais voilà, s'il faut le faire, ils le font. Quelques idées reçues sur PostgreSQL. Alors souvent, j'avais entendu, il y en a qui me disaient, nous on n'a pas installé Postgres parce que c'est lent. Alors ça, c'est un aspect historique, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a souvent comparé à MySQL, et en fait, la communauté, elle a vraiment d'abord concentré ses efforts à faire un moteur fiable avant d'en faire un moteur performant. Donc ça, c'est un retard qui a été rattrapé. J'entends souvent dire aussi, c'est lourd à installer par rapport à d'autres moteurs de base de données. Ben là, en fait, c'est vraiment faux, parce que installer PostgreSQL, vous allez sur le site de Postgres, vous récupérez le dépôt Debian, et après vous faites un apt install PostgreSQL, et poum, vous avez un moteur installé qui tourne. Donc c'est vraiment très simple à installer. Compliqué, alors là, c'est pareil, c'est vrai et faux. C'est, on va dire, faux en tant comme un GBD, il n'est pas plus compliqué qu'un autre GBD. Après, un GBD, c'est compliqué. Voilà. Il faut savoir aussi que la communauté a fait un gros effort en fait, sur la documentation. Si vous allez sur le site de Postgres, il y a des milliers de pages de documentation, toutes documentées. Et ça, souvent quand on forme des DBA Oracle ou des DBA qui viennent d'autres GBD, ils disent c'est extraordinaire, la documentation sur Postgres, elle est vraiment très riche. Et enfin, d'autres, alors ça c'est plutôt des discours de dirigeants de DSI qui vont dire ah mais c'est open source, on va pas aller faire du support sur les forums dans la communauté. Ben, en fait c'est pas vrai, hein. C'est pas parce que c'est open source qu'il n'y a pas de support. Il y a des boîtes qui vivent en fait de PostgreSQL et qui fournissent du support sur Postgres. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des fonctionnalités. Donc, je vais vous faire un petit topo sur ce que c'est que les propriétés acides et le modèle MVCC. Je vous parle un tout petit peu des fonctionnalités qui existent plutôt sur l'aspect SQL. Je vous parlerai aussi des performances. Une fois qu'on aura fait tout ça, je parlerai de tout ce qui existe au niveau réplication. Donc ça, c'est pareil, ça a pas mal bougé au fil de ces dernières années. Et plutôt côté administration, les possibilités qui existent en termes de sauvegarde-restauration. Je parlerai de sauvegarde physique, de sauvegarde logique. Et un tout petit mot sur la sécurité et aussi l'extensibilité. Je vous disais tout à l'heure que le moteur est extrêmement extensible, on en parlera là-dedans. Le modèle acide, enfin les propriétés acides, pardon. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est les propriétés acides? Ouais, allez. Est-ce que tu peux me dire, à quoi par exemple le mot le A dans l'atomicité? L'opération est soit faite, soit pas faite. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Voilà. C'est soit votre transaction elle a été faite dans l'intégralité, soit elle n'est pas faite du tout. Après, le C, pour la C, c'est pour la partie cohérence. Le moteur, il vous garantit qu'il vous transporte d'un état cohérent vers un état cohérent. L'isolation, c'est vous assurer qu'en fait, les sessions entre elles ne se perturbent pas. En fait, par exemple, tant qu'une traction n'a pas été committée d'un côté, elle ne sera pas visible par une autre session. Ensuite, un autre aspect qui est primordial, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'il vous garantit qu'à partir du moment où vous avez fait un commit, la transaction est écrite sur le disque, vous pouvez débrancher votre serveur électriquement, vos données ne seront pas perdues. Et enfin, ce qu'on appelle le modèle MVCC. Donc le modèle MVCC, c'est ce qui va vous permettre de garantir donc, ses propriétés acides et c'est ce qui va vous permettre de gérer la concurrence des données. Actuellement, les moteurs GBD assez sérieux fonctionnent sur ce modèle-là. Je pense notamment à Oracle, qui fonctionne sur le modèle MVCC. Au niveau SQL, donc là, je pense que je ne vais rien vous apprendre, il y a les opérations courantes, un select, insert, update, delete. D'autres particularités, c'est que les opérations DDL, donc un create table, un inter table, toutes ces opérations-là, elles vont respecter les propriétés acides. Donc ça, par exemple, on va avoir du transactionnel dessus, de la durabilité. Ça peut paraître tout bête, mais il n'y a pas longtemps, j'ai appris dans MySQL, en fait, ça par exemple, c'était pas, les ordres DDL n'étaient pas transactionnels, n'étaient pas durables en fait. Donc en cas de coupure électrique, donc, vous vous retrouvez en fait à avoir
un état pas cohérent. Une autre fonctionnalité, donc c'est ce qu'on appelle les CTE. Donc ça, c'est arrivé en 2009. Ça arrive, par exemple, dans MySQL, ça arrive dans la version 8. L'idée de ces CTE, en fait, c'est avec de factoriser des sous-requêtes. Donc par exemple là, en fait, vous allez définir votre CTE. Donc oui, ça c'est le mot-clé SQL. Résultat, le nom de votre CTE. Et après, vous définissez votre CTE. Et ensuite, en dessous, vous allez pouvoir l'appeler. L'idée, en fait, de faire ça, ça va permettre de faciliter la lecture, de rendre vos requêtes plus lisibles. Donc ça peut paraître tout bête, mais ça peut être très utile pour faire des parcours d'arbres avec des requêtes récursives. Dans les autres fonctionnalités qui existent dans Postgres, donc par exemple, on va avoir la création de vues matérialisées. Donc, pour rappel, une vue, donc c'est par exemple, vous avez une requête complexe et vous voulez rendre la chose plus facile, donc vous allez créer une vue qui derrière appellera votre requête complexe. La vue matérialisée, en fait, va écrire le résultat de cette requête sur disque. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez lire cette vue, plutôt de rejouer la requête, vous allez juste lire le contenu de la vue matérialisée sur disque. Ça peut être pas mal pour tout ce qui est quand vous faites plutôt de l'OLAP ou de la BI, vraiment quand vous mettez des gros volumes de données. Et voilà. Quand est-ce que c'est mis à jour, la vue matérialisée, du coup ? Il y a un ordre pour la mettre à jour en fait. Il faut lui donner l'ordre en fait pour la mettre à jour. Et c'est pas dans la transaction d'écriture, non, ouais, c'est ça. Il faut. Alors, je sais qu'Oracle, ils ont une fonctionnalité qui permet de, en fonction de, je sais pas comment ça marche, mais un truc qui met à jour la vue matérialisée. Et le problème qu'il y a, c'est qu'au final, vous allez perdre en perf au moment où vous allez insérer les données. Ce ne sera pas en lecture que vous aurez un problème de perf, c'est au moment où vous allez modifier. Dès que vous allez modifier votre table, il va devoir mettre à jour votre vue matérialisée. Après, dans PostgreSQL, on a un mot-clé, je crois que c'est Refresh Concurrently. En fait. On peut arriver à mettre à jour la vue matérialisée sans impacter, sans bloquer les autres sessions. On a la possibilité aussi de créer des contraintes différables. Alors ça, c'est pareil, ça c'est pratique. Des données, quand vous allez mettre des contraintes sur les tables, on a la possibilité de demander au moteur de vérifier la contrainte plus tard. Donc ça, c'est pas mal quand on veut poser une contrainte et qu'on sait qu'on doit modifier les données dedans et que c'est à la fin de notre modification de données qu'on va devoir vérifier la contrainte. Et on peut lui demander, on peut lui dire en gros je crée cette contrainte là, mais tu la valides plus tard. On a une autre fonctionnalité, donc ça c'est la clause latérale de SQL. Et il y a aussi également des fonctions donc, au niveau plutôt analyse de données, donc ce qu'on appelle les window functions, les fonctions de fenêtrage, et des fonctions qui sont plutôt destinées à faire de l'OLAP, ce qu'on appelle les grouping sets, cube rollup. Notre particularité, donc, c'est aussi des types. Alors là, j'en parle également parce que souvent, quand on fait des audits, on se rend compte que les développeurs n'utilisent pas forcément tous les types de PostgreSQL ou alors ils vont réinventer la roue. Donc il faut savoir que PostgreSQL va supporter les types du standard SQL, donc le truc classique, les entiers, les tableaux, les types texte, les types timestamp. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des types qui sont assez spécifiques à PostgreSQL. On a un type, par exemple, réseau. On peut stocker des adresses IP dans la base de données. Et l'intérêt qu'il y a, en fait, c'est que le moteur, il va vérifier, vu que c'est typé, il vérifie que votre type il est juste. On peut stocker des géométries. PostgreSQL est beaucoup utilisé dans les applications spatiales. Donc, il va vérifier que votre type est bien une géométrie. On peut stocker donc, du JSON. Alors, le JSON, particularité, c'est qu'il y a deux types. Si vous avez fait un petit peu du JSON dans Postgres, vous allez voir qu'il y a du JSON A et du JSON B. JSON, en fait, historiquement, c'est... En gros, on stocke un objet JSON dans un champ de texte. Un JSON binaire, c'est on stocke une représentation binaire de votre fichier JSON. L'intérêt qu'il y a, c'est que le moteur, c'est que le JSON binaire il va être compressé et que derrière, on peut faire de l'indexation. Donc l'intérêt de pouvoir utiliser les types, c'est le moteur il va vous garantir que vos données sont valides et il vous offre des opérateurs spécifiques en fonction de chaque type. Grâce à tout ça, en fait, vous allez pouvoir avoir des méthodes d'indexation et du coup avoir de bonnes perfs. Et une autre particularité aussi, c'est que les utilisateurs peuvent aussi définir leur propre type. On peut créer aussi des types composités. On a créé un type à partir de notre type, etc. Voilà, par exemple, j'ai un exemple. J'ai une table. Alors j'ai pris. Quelle taille est fait je crois qu'elle n'est pas énorme. Voilà, j'ai pris une grosse table en fait. Donc j'ai une table assez bête en fait, je crois qu'il y a une colonne ID et un objet JSON. Donc ma table elle fait 1,2 Go. Et hop, je dois avoir la requête pas très loin.
Voilà, donc par exemple ici j'ai une requête. Donc je vais faire un select, je vais récupérer l'ID, je vais récupérer la colonne JSON sur laquelle je vais appliquer cette fonction-là. Donc là, la fonction JSON_bPretty, c'est juste pour mettre en forme l'objet JSON, c'est plus lisible. Depuis ma table JSON stack, et là quand je vous parlais d'opérateur, et ben là en fait je vais lui demander, je vais lui faire un where, ma colonne JSON, et là cet opérateur-là, je lui demande en gros est-ce que cette colonne contient cet autre objet JSON. Donc moi en l'occurrence, je lui demande de vérifier est-ce que cette colonne-là contient une ligne, donne-moi les lignes de cette colonne-là qui contiennent l'objet JSON avec marqué displayName de .NR. Et donc là, du coup, ben, sur ma table qui fait quand même 1,2 Go, ben, il me récupère les données. Et donc là, du coup, quand je vous parlais d'indexation, analyze. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir ici, c'est que le moteur, il va pouvoir faire un parcours d'index grâce en fait à l'opérateur, déjà grâce au type JSON binaire et l'opérateur utilisé. Donc là, on a une exécution qui est assez rapide, qui va prendre même pas une milliseconde sur une table qui fait 1,2 Go. Les deux points JSONB, ça sert à quoi? Ici, là, Ouais. c'est pour lui dire, en gros, là, je te passe un objet JSONB, en fait. Sinon, il prend ça pour du texte. Il le devine pas, en fait. Et du coup, si on a du gros JSON à l'intérieur, il va aller rechercher vraiment cette séquence et on peut aller rechercher si on a du JSON en cascade et on peut aller rechercher. En fait. Parce que je dois faire un matching exact, tu n'as pas fait un matching partiel de JSON. En fait, l'objet JSON, alors il n'est pas très visible. Il faudrait regarder, je pense, il doit y avoir d'autres opérateurs qui doivent permettre de faire ça. Là, en fait, à un moment donné, dans l'objet JSON, j'ai ici. Tac, tac, tac. C'est ça que tu me demandes, en fait, le matching exact? Ouais, non, je te demandais si c'était la définition complète de l'objet que tu avais, mais en fait, pas du tout, ça cherche qu'il y a un champ. Ah oui, comme ça. ouais, c'est ça. Et du coup, tu as d'autres opérateurs, genre que l'objet soit exactement celui que je te donne. Ah oui, là, si je mettais un égal, là, il aurait matché exactement un truc identique, quoi. Là, justement, je lui demande, est-ce que cet objet JSON contient cet objet JSON? Donc, c'est comme ça qu'il fait son match. Voilà. Je sais pas, il y avait une question ou pas derrière? C'était la même chose, peut-être que tu demandé? Moi, c'était plus, par exemple, si tu as du JSON et que tu vas voir, par exemple, la région, ensuite, tu vas voir, par exemple, les départements. Ouais. Tu peux faire région.département 34 ou... Ah, le chemin? Ouais, le chemin. Ouais, il me semble que tu peux le faire, en fait. D'accord. Ouais. Et tu peux faire des jointures avec ça? En 0,125. Et là, en fait, pour la petite info, le morceau de table que j'ai, je ne sais plus combien il fait de lignes. Select group, étoile, from stack. Bon, là, je suis sur un disque mécanique à froid. Il doit souffrir un peu. Voilà, donc là, c'est une table avec un million de lignes. Et en fait, là, cette table-là, je me suis amusé. En fait, j'ai pris le site Stack Overflow, de connaître. Les données, en fait, dedans, ils sont sous une licence Creative Commons. Et en fait, ils fournissent les dumps de toute leur base de données. Donc, c'est dégueulasse en XML. Et il existe sur GitHub un outil qui permet de le convertir, de l'importer dans une base Postgres. Donc, c'est pas du JSON, en fait. À partir de là, vous avez une table. Et à partir de là, moi, j'en ai créé une pseudo-table en JSON, justement, pour pouvoir jouer avec, et avec des grosses volumétries. Une autre particularité aussi de Postgres, c'est des fonctionnalités de full text search, de faire de la recherche plein texte. Donc là, c'est de pouvoir faire des recherches façon Google. Et là, pareil, vu que c'est du Postgres, c'est du indexable. Et l'intérêt qu'il y a, c'est que vous allez conserver un seul et même langage qui sera le langage SQL. J'ai une petite... Voilà, donc par exemple ici, là c'est... Alors je vais aller très vite dessus. Là c'est une requête. Donc là j'ai une table post. Je vais récupérer l'ID et je vais récupérer le titre de cette table. Et en fait, alors là je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais en gros, sur la colonne
sur je vous montre à quoi ressemble la table. Je les poste de S. Voilà, bon, elle est un peu grosse. Moi, en fait, je vais récupérer l'ID et en fait, il y a un champ, le corps en fait de chaque poste. C'est la table Stack Overflow en fait. Donc tous les postes de Stack Overflow, ils sont là-dedans. Et pour vous expliquer la requête, en gros, là, ce que je fais, c'est que je vais appliquer une fonction sur la colonne, sur cette colonne-là. Tout est svector, en fait, je vais convertir cette table-là en lexem, pour ceux qui connaissent un petit peu le full text search. Et en fait, bah là, pareil, j'ai un opérateur un petit peu spécial, et je vais lui demander, en gros, sur cette liste-là de lexem, tu vas regarder un petit peu si cette colonne-là contient ces termes-là, Postgres, full text search. Et donc moi, sur ma table Stack Overflow, et en fait, pareil, il fait un parcours d'index. Et donc en 50 millisecondes, je vais récupérer mes 700 lignes, mes 700 postes de Stack Overflow qui contiennent ces données-là. Et pour vous donner un peu un aperçu quand même des performances du truc, c'est que si je fais un backslash GT+, c'est que la table elle est assez conséquente, elle fait quand même 39 Go. Et ça se compare comment par rapport à la fonctionnalité de recherche dans Elasticsearch? Je veux dire, dans la finesse de comment on indexe les choses, comment tu supportes des différents langages, est-ce que tu prends des radicaux, est-ce que tu prends des fenêtres de mots sur 4 lettres, des stratégies? En fait, elles sont... Alors j'ai creusé un petit peu sur Elasticsearch. Les principes, en fait, souvent sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une phase, ce qu'on appelle de lématisation, c'est-à-dire ou du stemming. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le mot, on lui applique des règles dessus, et pour avoir une version, la racine du mot. Et ça, en fait, cette opération-là, elle va dépendre des langues. Et donc, du coup, dans Postgres, il y a des sortes de ce qu'on appelle des dictionnaires qui vont permettre d'appliquer des règles différentes en fonction de certaines langues. Parce que ma question c'était plus de savoir si, parce que quand on fait du Elasticsearch, c'est le genre de choses où on a besoin de faire beaucoup de réglages en fonction du dataset qu'on a, de type de requêtes qu'on veut faire, et ainsi de suite. Typiquement, est-ce qu'on veut revenir à la racine ou pas, ça dépend des données. Des fois, on ne sait pas ça qu'on fait. Et du coup, la question c'est, est-ce que tout ça c'est configurable de la même manière que ce qu'on fait sur du Elasticsearch, ou est-ce qu'il y a plutôt une politique un peu par défaut et c'est difficile d'en sortir? Non, c'est configurable. Justement, dans ma requête, là, le truc myFTS, là, c'est une configuration spéciale de full text search que j'avais fait. Mais si ça t'intéresse, l'an dernier, j'ai fait une conférence ce qu'on appelle un PGD, donc c'est des conférences qui sont en France et à l'international. Et j'en ai fait une justement dédiée sur le full text search, comment tout ça fonctionne. Donc si ça t'intéresse, il y a la vidéo en ligne. Une autre particularité aussi, c'est ce qu'on appelle les foreign native wrappers. Ça, c'est quelque chose qui a été spécifié dans la norme 2008 SQL. Donc c'est la SQL MED, je crois que c'est MED, je ne sais plus ce que c'est external data et le M, je ne sais plus. L'idée, c'est de pouvoir accéder à des données distantes. Et donc ça, c'est pareil, ça a été implémenté dans le moteur. Et on peut, en fait, à partir du moteur, interroger une autre base de données distante Postgres. Mais à partir du moment où quelqu'un a fait un foreign native wrapper, on peut contacter à peu près tout n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'il y a des foreign native wrappers pour l'attaquer du Oracle, pour l'attaquer du MySQL. Il y a des mecs qui se sont amusés en fait, à faire des foreign native wrappers en Python, donc on peut aller attaquer à peu près tout n'importe quoi. Donc, notamment, on va aller lire par exemple l'API Twitter pour récupérer des trucs. Il existe une palanquée de foreign native wrappers. Si vous allez sur le site de Postgres, tout est listé, je sais pas, il y en a plus d'une centaine, je pense. Après, ils sont plus ou moins maintenus à jour. En termes de performance, donc, on parle souvent souvent quand je vais faire des audits chez des clients, ils me disent alors on a un problème de performance, il nous faut des index. Donc dans les bases de données, les index, c'est plutôt quelque chose qui est généralisé sous le terme de méthode d'accès. À votre avis, combien il y a d'index dans Postgres? Je vais peut-être plutôt faire dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y a, on va dire, trois types d'index dans PostgreSQL? Plus, moins? 4? En fait, dans PostgreSQL, on a 6 types d'index de manière native.
et on va dire 7 avec ce qu'on appelle les Bloom filters. Donc quand je parlais tout à l'heure d'extensibilité, avec la 9.6, ils ont rajouté la possibilité de rajouter des méthodes d'indexation sous forme en quelque sorte de plugin. Donc les méthodes d'index, les classiques, c'est ce qu'on appelle les B-trees. Donc quand vous faites un create index, sans rien spécifier, derrière il va vous faire un B-tree. Ça c'est le truc assez classique qu'on apprend en général à l'école, l'arbre binaire. On a les annexes-gene. Les annexes-gene, ça ce sont des indexes un peu particuliers, c'est ce qu'on appelle les indexes inversés. Ça c'est dans des index qui vont permettre d'indexer par exemple des tableaux. Ils vont permettre en gros vous allez lui filer un objet et puis en gros il va pouvoir l'éclater en fait en morceaux et indexer les clés qui sont à l'intérieur de cet objet là. Donc typiquement pour des tableaux, pour du JSON. Donc en fait il va prendre du JSON, il va l'éclater et en fait il va indexer toutes les clés d'autres objets JSON. Du coup ça en fait des indexes assez volumineux, un petit peu compliqués à maintenir, mais du coup il est capable d'aller indexer l'intérieur de votre objet. Les indexes hash. Les index gist, alors là c'est pareil, l'index gist, ça c'est un index un petit peu particulier, c'est ce qu'on appelle des index généralisés. L'idée en fait, les index gist c'est une API qui a été faite au niveau de Postgres, et en gros, à partir du moment donné, pour votre type de données, si vous lui donnez en gros les bonnes fonctions à utiliser, il est capable d'indexer à peu près tout n'importe quoi. Du coup, c'est très utilisé pour des données spatiales. On peut indexer des types temporels, par exemple, des intervalles de temps. On peut indexer donc des formes géométriques, on peut indexer des adresses IP, par exemple. Donc on est capable, et du coup, par exemple, sur des formes, même sur les données temporelles, on peut arriver à faire des trucs assez dingues, c'est-à-dire sur une table, lui mettre par exemple une contrainte d'unicité, et imaginons, je sais pas, vous avez une table qui sert à réserver une salle, par exemple. Et ben, on pourrait demander au moteur de vous assurer qu'il n'y ait pas deux créneaux qui se superposent l'un sur l'autre, par exemple. Donc ça c'est la partie des index gist. On a aussi des index spgist. Donc là c'est une variante des index gist. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très complexe. Mais il faut savoir c'est utilisé dans le domaine spatial. Les index brin, donc ça c'est pareil, ça c'est un type d'index qui est arrivé dans la version 9.5, donc qui est assez récent. L'idée des index brin, c'est plutôt que le moteur connaisse l'emplacement de toutes les données dans votre table, et ben en fait il va savoir que sur telle plage de blocs, en gros pour les blocs de 0 à 128, ben, la valeur minimale c'est celle-là et la valeur maximale c'est celle-là. Puis les 128 blocs suivants, la valeur minimale c'est celle-là et la valeur maximale c'est celle-là. L'intérêt de ce type d'index-là, c'est que ce sont des index hyper compacts. Donc ça va être beaucoup utilisé pour des tables très très volumineuses. Et du coup, vous allez avoir des index, mais vraiment d'une taille absolument ridicule. Et enfin, on a un type d'index. Donc là, les Bloom, donc ça c'est un index qui est... voilà, je ne vais pas rentrer en détail, c'est un index qui implique ce qu'on appelle des filtres de Bloom. Donc c'est une structure de données assez particulière qui, pareil, fait des index hyper compacts. Ça, c'est arrivé avec la 9.6. C'est pour ça que là j'en parle, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout les index de PostgreSQL. Les index principaux vraiment à connaître, les genes sont quand même très utiles pour, typiquement pour le full text search, pour du JSON, etc. Si on a une contrainte d'unicité, ça utilise le B-tree index. Ouais, ça va utiliser un B-tree. Ouais. En fait, tu crées une contrainte d'unicité et derrière, en fait, il fait un B-tree. Quand tu crées une clé primaire, il va faire un B-tree derrière. Voilà en gros. Et oui, donc du coup, depuis le 9.6, quand je vous disais le moteur est extensible, il y a d'autres types d'index. Hein. Il y a des Russes qui se sont amusés à créer plein de types d'index. Et là, c'est pareil, en fait, il faut compiler l'index et puis on peut rajouter l'index sous forme d'extension dessus. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'on peut rajouter des index sans avoir... en fait, par exemple, les index brin sont avec le 9.5, et les gens qui sont avec la 9.4, ils n'ont pas ce type d'index-là. Vu que la 9.6, maintenant c'est extensible, les nouveaux types d'index qui sont rajoutés, si les gens l'ont fait sous forme d'un plugin, on peut les rajouter dans une version antérieure. Hop. En termes de performance, donc on parle il y a des méthodes d'indexation qui sont des méthodes d'accès. On a aussi ce qu'on appelle des algorithmes de jointure. En PostgreSQL, on implémente plusieurs. Donc le classique, c'est un nested loop, c'est-à-dire que vous avez deux relations. Pour chaque ligne de relation, il va parcourir toutes les autres lignes. Donc ça marche très bien quand on a des petits ensembles de données, mais dès qu'on a beaucoup de données, la complexité elle est assez énorme. Donc c'est pour ça que le moteur, la communauté a implémenté dans ce qu'on appelle les hash join. L'idée en fait, c'est qu'il va faire une table de hachage de la table, et puis après en fait, il va prendre une autre table et calculer la valeur hachée pour pouvoir faire la jointure. On a aussi dans ce qu'on appelle les merge join. L'idée en gros, c'est que vous avez deux ensembles de données qui sont triés. Donc si vous avez un coup de bol et qu'il y a des index dessus, et en fait, il va prendre les deux ensembles de données triés, il va pouvoir lire dessus et faire la jointure
en faisant le moins de parcours possible. Ça paraît tout bête, mais par exemple, je crois dans MySQL, il y a que Nested Loop qui sont implémentés. Donc dès que vous avez des gros volumes de données, avoir des bons algorithmes de jointure, c'est quand même intéressant. D'autant plus que depuis le 9.6, le moteur a la possibilité de paralléliser une partie des jointures. En parlant en termes de parallélisation, justement, donc depuis le 9.6, on peut paralyser donc, ce qu'on appelle des sexscans, donc une lecture séquentielle. Le moteur il est capable de lancer plusieurs workers pour pouvoir les lire de manière paralysée, par exemple une grosse table. Après, il faut avoir le stockage qui arrive à suivre. On a pareil les irrigations. Le moteur il est capable de paralyser. Les jointures, je viens de vous le dire. Les index scans, là c'est pareil, le moteur il est capable de paralyser les parcours d'index. Ça c'est arrivé dans la version 10 notamment. Avant, il était vraiment capable de faire des irrigations sur les sexscans, la paralysation sur des sexscans, les agrégats, les jointures. Et depuis la version 10, les parcours d'index sont paralysés et il y a un peu plus de jointures qui permettent de la paralysation. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la réplication. Il y a différents types de réplication qui existent dans PostgreSQL. La plus connue et historique, c'est ce qu'on appelle la réplication physique. Physique, pourquoi? Parce qu'en fait, le moteur, qu'est-ce qu'il fait? En gros, il va donner au serveur secondaire, dans tel bloc, j'ai modifié tel morceau de bloc. C'est pas une réplication par rejeu de requêtes ou en transmettant les requêtes, c'est juste le serveur principal qui va jouer les requêtes et en fonction des modifications dans les blocs de données, il va transmettre ça au secondaire qui va les rejouer. L'intérêt qu'il y a, c'est que c'est assez simple. On va répliquer toute l'instance, donc si vous rajoutez une nouvelle base de données, vu qu'elle est interne à l'instance, elle sera automatiquement répliquée. On peut faire la réplication asynchrone, synchrone. Multisecondaire, donc pour avoir plusieurs secondaires, on peut faire de la réplication en cascade, donc un secondaire et un autre secondaire qui se réplique sur notre secondaire. Et la particularité, c'est que les secondaires sont en lecture seule, donc on ne peut pas écrire sur un secondaire. Le cas classique, c'est par exemple, vous avez un serveur primaire, vous avez un serveur secondaire, et puis vous faites des requêtes particulières sur le serveur secondaire, et vous dites par exemple, là il me faudrait un index particulier, vous ne pouvez pas le créer, en fait, il faut le créer sur le serveur primaire pour qu'il apparaisse sur le serveur secondaire. Un autre type de réplication qui est arrivé dans la version 10, c'est ce qu'on appelle la réplication logique. L'idée de cette réplication-là, c'est d'avoir plus de flexibilité en fait, quand on fait la réplication. Avant, on est obligé de répliquer toute l'instance. La réplication logique, on a la possibilité de sectionner des tables. Et en fait, elle va fonctionner différemment de la réplication physique. C'est-à-dire que le serveur primaire, il va décoder les journaux de transaction pour pouvoir en fait, donner les bonnes informations au serveur secondaire qui va rejouer les changements. Comme la réplication physique, on peut faire la synchrone, multisecondaire en cascade. Et la particularité, c'est que le secondaire, en gros, c'est comme si c'était un serveur primaire. Donc du coup, il va accepter les requêtes en écriture. On peut tout à fait s'amuser en fait, à rajouter une colonne supplémentaire sur le secondaire. On peut rajouter des contraintes. Par contre, si la contrainte qu'on rajoute elle rentre en conflit avec les données qu'on va insérer dedans, là, la réplication va être bloquée. Voilà, donc ça c'est arrivé avec la version 10, mais pour autant l'infrastructure elle existe depuis la version 9.4. Donc souvent les fonctionnalités dans Postgres, ça se fait souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on va voir que la communauté va rajouter des briques d'infrastructure comme ça au fil des versions. Donc des fois c'est 2-3 ans auparavant, avant de pouvoir vraiment rajouter la fonctionnalité dans une certaine version. J'ai une question sur l'écriture secondaire, ça veut dire quoi sur une transaction? C'est-à-dire que tu as deux transactions qui sur des serveurs différents qui sont rentrés en conflit, il y en a qu'une qui s'applique. Il communique entre les serveurs pour savoir. Non. En fait, en gros, le serveur secondaire, il reçoit du serveur primaire ce qu'il doit rejouer, donc les insertions qu'il doit faire. Mais par exemple, je sais pas, tu as une contrainte d'unicité sur la table et tu as une autre transaction qui va rajouter une ligne qui existe déjà et qu'en fait elle va être bloquée. Et inversement, c'est-à-dire si tu as inséré une ligne et que dans le flux de réplication, tu as quelque chose qui va rentrer en conflit, et bien là il va te dire dans les logs, là je peux plus rejouer la transaction. Donc on peut très facilement péter la réplication en insérant n'importe quoi dans une table. Voilà. Du coup la cohérence c'est pas sur tous les réplicas. La base de données, du coup il y aura un secondaire qui aura appliqué quelque chose et puis l'autre il ne voudra pas répliquer cette même chose s'il bloque. Ou est-ce qu'au bout d'un moment, si on appliquait la réplication, elle se bloque parce que tu as un conflit et tu as réseau. C'est ça, ouais. Effectivement, tu as une divergence possible entre tes données sur les deux machines.
J'imagine que l'idée, c'est ce que tu disais, c'est peut-être rajouter un index pour faire une analyse particulière sur le secondaire, des choses comme ça. Ouais, l'intérêt. D'analytics ou des trucs comme ça. C'est ça. L'intérêt aussi, surtout, c'est de pouvoir choisir les objets que vous voulez répliquer. Parce qu'on a des clients qui disent moi j'ai un cluster de 1 Teraoctet et puis en fait il y a juste cette table là que je veux récupérer et ça m'emmerde de récupérer tout ce morceau là. Et là en fait on peut vraiment choisir la table à répliquer. Tu peux faire par exemple calculer tes vues matérialisées sur ton secondaire. Tout à fait. Pas l'avoir sur le primaire. Ouais, on peut créer des vues supplémentaires, on peut créer des objets supplémentaires. Moi j'ai le cas d'un client comme ça qui en fait ils ont plusieurs serveurs de base de données. Et en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était agréger tous ces serveurs de base de données là à un seul gros serveur. Et du coup, en fait, on a mis la réplication logique un peu partout, et puis tout arrive sur un seul même serveur. Et puis après, en fait, derrière, ils le redistribuent pareil. Alors que sans ça, en fait, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas agréger, ou alors fallait. Non, on ne pouvait pas le faire. En termes d'administration, donc la partie classique aussi d'un admin, ça va être comment on va sauvegarder, restaurer notre serveur. La pratique la plus simple, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde physique. Donc c'est la copie des fichiers. Donc du coup, dans Postgres, ce qui est assez cool, c'est qu'on peut le faire à chaud, normal. On va sauvegarder l'intégralité de l'instance et ça va nous permettre ce qu'on appelle le point in time recovery. Donc par exemple, vous faites une sauvegarde le matin à minuit et tout au long de la journée, vous allez sauvegarder vos journaux de transaction et puis à 14 h, il y a quelqu'un qui se plante et qui fait un drop de la table qu'il ne fallait pas dropper. Et vous avez tout à fait la possibilité de restaurer votre base de données de minuit et lui dire de rejouer le journal de transaction juste avant l'opération qui a planté votre prod. Donc voilà, c'est la sauvegarde physique, elle est surtout utile pour ça, et l'intérêt c'est qu'elle est très, très performante en fait. C'est le type de sauvegarde qu'on va privilégier, qu'on va sauvegarder des gros volumes de données. Notre sauvegarde la plus connue aussi, c'est ce qu'on appelle la sauvegarde logique. Donc le truc classique, c'est les dumps. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose qui va se faire à chaud. L'intérêt qu'il y a, c'est que ça va être flexible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les objets que vous voulez sauvegarder ou inversement les objets à restaurer. Alors qu'avec la réplication physique, vous n'avez pas le choix, vous pouvez sauvegarder que l'intégralité de l'instance et vous restaurez toute l'instance. Là où en fait, avec la sauvegarde logique, vous choisissez les tables à sauvegarder, les schémas, etc. L'intérêt qu'il y a, c'est que l'opération elle est paralysable, mais avec la sauvegarde physique, on peut aussi le paralyser. En fait. Du moment donné que vous avez l'outil qui va vous faire une compression paralysée, ça va marcher quand même. Un truc aussi à savoir, c'est que le dump il est cohérent malgré les modifications qui sont en cours. Donc typiquement, vous lancez un dump à 9 h du matin, et puis pendant toute la journée, il y a quelqu'un qui fait des modifications. Le moteur, en gros, il a un snapshot de la base à 9 h. Même s'il a mis la journée à sauvegarder votre base, votre dump il contiendra les données qui étaient là à 9 h. Et ça, c'est typiquement grâce à un modèle MVCC dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on peut se permettre ce genre de choses. Et ça paraît tout bête, mais je sais plus. Je sais qu'il y a des moteurs de base de données, il y a une manip à faire pour pouvoir avoir un dump cohérent comme ça. En termes de sécurité, on a la possibilité de gérer la sécurité sur plein d'endroits différents dans Postgres. Donc on peut créer des rôles. Sur ces rôles, en fait, on va attribuer des droits sur les objets, donc les droits de lire, écrire sur les tables. On a la possibilité de mettre des droits sur les connexions, donc interdire ou telle adresse IP. Une autre fonctionnalité aussi qui existe, c'est ce qu'on appelle le role level security. On est capable de dire au moteur, de lui donner une politique de sécurité sur une table et lui dire par exemple, on peut lire les données de cette colonne en fonction de tel ou tel critère. Donc par exemple, j'en sais rien, imaginons que vous avez une colonne qui contient des mots de passe. Et on peut dire par exemple, l'utilisateur n'a le droit de lire que la colonne qui correspond à son login avec lequel il s'est connecté par exemple. Et aussi les fonctionnalités de chiffrement de connexion et le moteur il sait faire du SSL. Ouais. Et du coup, c'est toutes les contraintes qu'on peut avoir sur la partie HDS, le cryptage des données, etc. Parce qu'on demande des cryptages de données au serveur, sur les disques, on crypte les disques. Est-ce qu'il y a des possibilités de cryptage de la donnée aussi directement dans Postgres, sans vraiment être obligé de faire simplement du cryptage? Juste explique-moi, HDS c'est hébergement de données de santé. Ok, d'accord. Alors en fait, il y a une extension qui existe qui s'appelle PG Crypto qui permet de chiffrer les données au niveau base de données. Mais le premier cas, c'est que votre moteur, en gros, dès qu'il va devoir accéder aux données, il va devoir les déchiffrer. Du coup, il ne peut pas créer d'index dessus. Il y a des projets qui ont été lancés. L'idée, en fait, c'était dès que le moteur doit aller lire une page sur le disque, il va la déchiffrer, et puis une fois qu'elle est en RAM, elle est déchiffrée, et puis dès qu'il doit la remettre sur le disque, hop, il la rechiffre.
Après, sinon, la pratique courante, c'est de chiffrer le système de fichiers. Mais ça veut dire que le moteur, tant qu'il est lancé et tant que le système de fichiers est monté, ben, les données sont en clair. Ouais. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est une demande assez courante, surtout dans le milieu bancaire aussi. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de réponse très satisfaisante là-dessus. À part chiffrer le système de fichiers si ça convient. Ou alors, faut s'attendre à éclater les perfs en fait, dès qu'on fait du chiffrement. Parce que le moteur, s'il doit les lire, déchiffrer et chiffrer les données à chaque fois qu'il doit y accéder, forcément, vous allez avoir un impact monstrueux. En termes d'extensibilité, l'extension la plus connue, c'est PostGIS. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ici, qui en ont déjà utilisé? Donc PostGIS, c'est une extension qui permet de faire du spatial. C'est très utilisé. Je sais que par exemple, je crois, par exemple, Mappy, par exemple, ils s'en servent pour toute la cartographie. C'est une surcouche en fait qu'on va rajouter sur Postgres, qui va rajouter plein de fonctions. Donc du coup, c'est des fonctions qui sont codées en C, hyper optimisées pour du spatial, et qui va pouvoir utiliser pleinement des fonctionnalités de Postgres, notamment les techniques d'indexation, etc. Donc ça, c'est l'extension la plus connue. Il y en a une dont on a entendu parler il n'y a pas longtemps aussi, c'est TimescaleDB, qui est une extension de Postgres spécialisée pour faire les time series. En termes d'extensibilité, donc je vous ai dit, les méthodes d'indexation, les Bloom filters, c'est quelque chose qu'on peut rajouter en fait sous forme d'extension. Le full text search, c'est quelque chose qui est complètement extensible. On peut, si vous êtes vraiment une brutasse, vous pouvez implémenter votre propre parseur dans le full text search dans Postgres. Et pareil, les types qui sont complètement extensibles également. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu de nouveautés sur la version 10. Donc là, je vais passer très vite parce que si je voulais faire le tour des nouveautés de la version 10, ça prend à peu près une demi-journée si on vraiment passer en détail. Donc je vais vous parler un petit peu des changements importants parce que cette version-là, ça a été un peu une version... en gros, ils se sont dit, quitte à faire un changement de version majeur, de passer de 9 à 10, et en fait, il y avait plein de trucs historiques qu'ils n'osaient pas trop toucher pour question de compatibilité. Et là, ils ont dit, là, on fait un changement majeur et on pète un peu tous ces vieux trucs qu'on n'arrivait pas trop à bouger, qu'on n'osait pas trop. Je vais vous parler un petit peu du partitionnement, de la réplication logique, et du performance et de la sécurité. Les changements importants, c'est que le terme Xlog a été renommé en WAL. Donc Xlog, c'est ce qu'on appelle les journaux de transaction. Et le truc classique, c'est qu'il y a un répertoire dans une base de données Postgres. Si vous êtes dans le répertoire de votre instance, il y a un répertoire qui s'appelle pgxlog. Et assez régulièrement, nous, on a des admins qui nous disent « Ah, on ne comprend pas, on a supprimé le répertoire, notre base de données, elle ne démarre plus. » En fait, ils ont supprimé le journal de transaction en pensant avoir fait du ménage. Ils se sont dit « C'est des logs, je les nettoie. » Donc du coup, pour arrêter d'avoir ces erreurs-là assez régulièrement, ils ont dit « C'est fini, maintenant, on les appelle des WAL. » Le changement aussi, ça a été une numérotation de version que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a pas mal de changements, mais là, c'est vraiment les plus gros changements notables. La gestion du partitionnement aussi. Autrefois, en fait, on avait un système de partitionnement par une notion d'héritage. On crée une table mère, et puis après, on avait des tables filles dessus. Le problème qu'il y a, c'est que du coup, on devait rajouter des triggers un peu partout pour dire au moteur, là, si tu fais une insertion, il faut insérer la donnée dans telle partition. De la même chose, si tu fais une mise à jour une ligne, il faut mettre à jour la ligne selon telle ou telle règle. Si tu fais une suppression, il faut la supprimer dans telle ligne, dans telle partition. Le problème qu'il y a, du coup, c'est que niveau perf, c'était pas terrible. Et là, du coup, dans la version 10, ils ont pu intégrer du vrai partitionnement natif. Du coup, le moteur, il est capable de gérer lui-même le routage des données dans les bonnes partitions. Donc là, du coup, on a des gains en performance, une administration qui est beaucoup plus facilitée, on n'a pas manqué de triggers à créer. On peut faire donc des partitionnements par liste, par intervalle, et dans la version 11, on peut faire un partitionnement par hachage. Donc là, c'était une grosse demande des DB à Oracle, et donc là, maintenant, ils sont contents d'avoir le partitionnement. Donc la réplication logique, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'intérêt qu'il y a, c'est qu'on peut choisir les tables à répliquer, et le fonctionnement, en gros, c'est que sur le serveur primaire, on crée une publication, et je dis, tu crées une publication, et à cette publication-là, tu vas attacher telle et telle table. Et le serveur secondaire, en gros, on lui dit, on crée une souscription et on dit tu souscris à la publication et c'est comme ça qu'en fait il va choper les données à récupérer. En termes de performance, donc on a des gains très importants sur les fonctionnalités de hachage. En gros, on divise les temps d'exécution par 2. Pareil au niveau des tris, en fonction des jeux de données, on a des tris qui sont 2 fois plus rapides. Sans parallélisation, sans rien, juste par les améliorations des algorithmes, des structures de données dans le moteur. Vu qu'on a ces améliorations-là, donc c'est les fonctions de hachage, du coup les fonctions d'agrégat sont également améliorées. Le parallélisme il a été étendu à d'autres nœuds. Avant on pouvait faire que du parallélisme sur les CSCAN, et maintenant on peut faire des parallélismes sur les parcours d'index.
On a la possibilité de faire des statistiques multicolonnes. Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, le moteur, il maintient à jour des statistiques sur une colonne. Et le problème qu'il y a, c'est que si vous avez des colonnes fortement corrélées, il peut se planter dans les choix d'exécution. Avec la statistique multicolonne, on a la possibilité de lui dire tu me crées des statistiques sur ces deux colonnes-là, et du coup, il va pouvoir choisir de meilleurs plans d'exécution. Le foreign data wrapper Postgres, donc le foreign data wrapper qui me permet d'aller lire des données sur une autre base Postgres, et ben, ils ont rajouté ce qu'on appelle le join et l'aggregate pushdown. C'est-à-dire que si vous faites une requête et vous faites une jointure, autrefois, ce que faisait le moteur, c'est qu'il allait récupérer les deux tables qui sont sur le serveur distant et puis il faisait la jointure en local. Du coup, c'était pas du tout performant parce que vous n'utilisez pas du tout les fonctionnalités du serveur distant. Là, du coup, en fait, avec le pushdown, c'est-à-dire que c'est le serveur distant qui va faire la jointure et lui, il va récupérer les données où il y a déjà la jointure. Pareil pour les agrégats. Vous faites un select, une somme de votre table, et ben avant, il devait récupérer toute la table et faire la somme en local. Voilà, du coup, il le fait à distance. En termes de sécurité, donc il y a une nouvelle méthode d'authentification. Je ne vais pas le prononcer, c'est imprononçable. C'est une nouvelle méthode d'authentification qui permet d'éviter les attaques man in the middle. La possibilité aussi d'avoir des rôles d'administration. Autrefois, par exemple, un truc tout bête, il y a certaines fonctionnalités de pouvoir aller lire des vues de statistiques d'activité du moteur. Donc typiquement pour la supervision, il fallait que votre rôle soit super utilisateur. Et je sais que des clients, des fois, ils me disaient putain, quand même, mettre un rôle super utilisateur pour juste aller lire les statistiques d'activité sur l'instance, ça leur pose un peu problème. Et du coup, maintenant, la communauté a mis en place des rôles d'administration. Donc il y a des rôles pour lire les statistiques, des rôles pour des sauvegardes, et qui permettent d'éviter de faiblir les pleins pouvoirs à un rôle qui n'est pas censé avoir tous les pouvoirs. Et maintenant, je vais parler du futur. Donc là, c'est encore en cours de développement. Donc le partitionnement par hachage, donc ça a été commité. Le parallèle join, donc là, c'est la jointure paralysée qui a été commité également. Donc là, c'est pareil, ça va être... on a hâte un peu de voir ça et de voir un petit peu ce que ça donne en production. L'idée, en fait, c'est que quand on faisait un parallèle hash join, c'est qu'on faisait une table de hachage, et si on avait plusieurs workers, les mêmes workers devaient faire la même table de hachage. Et en fait, avec le parallèle join, en gros, il y a un worker qui fait la table de hachage, qui est le mémoire partagé, et les autres workers, on pourra réutiliser cette table de hachage-là. Le parallèle append, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des trucs, mais la mise à jour de la clé de partitionnement, là, c'était pareil. C'est-à-dire qu'avec le partitionnement, si je faisais un update sur la clé de partitionnement, le moteur n'était pas capable de pouvoir rediriger votre ligne dans la bonne partition. Voilà, du coup, dans la version 11, c'est implémenté. On a des trucs assez puissants qui sont aussi en cours de route, c'est ce qu'on appelle just in time, c'est-à-dire que si vous avez des requêtes avec complexes, là, le moteur, en fait, il est obligé d'évaluer l'expression au moment donné, au moment où on exécute la requête. On a un contributeur très très fort qui est en train d'implémenter le just in time. L'idée, c'est-à-dire que si vous avez une requête complexe, en fait, il va compiler cette requête-là, et du coup, après, le temps d'exécution, il va juste exécuter du code assembleur, et là, on a des gains de perf assez monstrueux. Là, c'est gros travaux. J'ai mis work in progress pour la V11, mais je ne pense pas que ça passe en V11. Honnêtement, je pense que ce sera peut-être une infrastructure qui sera faite pour la V12. On a aussi le support de la norme SQL JSON qui est arrivé, donc c'est la norme 2016, mais la norme est sortie en 2017. Donc le standard SQL, ils ont standardisé le support de la norme JSON. Alors c'est un peu le bazar parce qu'en fait ce qui se passe c'est que plein de GBD en fait avaient un peu chacun à sa sauce implémenté des fonctionnalités JSON. Donc Postgres avait implémenté ses fonctionnalités JSON, mais du coup le standard SQL ils ont fait un peu leur façon et du coup dans la communauté ils ont dû réimplémenter des fonctions pour pouvoir coller à ce standard. Donc en fait il y a des fonctions qui existent déjà mais qui vont être un peu différentes. Et donc la difficulté c'est d'arriver à implémenter ces fonctionnalités là en plus sans péter la compatibilité avec les précédentes fonctions, donc c'est pas simple. Là c'est la communauté russe qui bosse beaucoup dessus, mais pour le moment il n'y a rien qui a été commité, je ne sais pas si ça va passer dans la V11. Pour information en fait dans la communauté, ils fonctionnent par ce qu'on appelle des commit fest, c'est-à-dire en gros chaque trimestre ils ont un commit fest où les contributeurs vont proposer des patchs. Et l'idée, en fait, c'est de pendant ce commit fest là, on allait committer une partie de ces patchs là. Et les patchs qui n'ont pas pu être committés, hop, ils passent au commit fest suivant. Et là, en gros, le commit fest actuel, c'est le dernier commit fest avant ce qu'on appelle le freeze. Et une fois qu'on a le freeze, on arrête de rajouter des fonctionnalités et on a, je sais pas, 6 mois pour pouvoir tester toutes les fonctionnalités du moteur, corriger les bugs, etc. Donc là, c'est pareil, c'est toujours dans la volonté d'avoir un moteur fiable et de pouvoir sortir un moteur sans bug.
Un truc qui va peut-être arriver, c'est les tris parallélisés. Actuellement, les tris, on ne peut pas les paralléliser et il y a des travaux en cours dessus. Là, le gain qui serait chouette, ce serait par exemple pour les créations d'index. Quand vous faites une création d'index sur une table très volumineuse, ben là, actuellement, le moteur n'est pas capable de paralléliser l'opération, et avec ça, il pourrait le faire. Le partition pruning, là, c'est pareil, c'est à la volée pour pouvoir exclure des partitions quand on fait une requête qui va taper dans plusieurs partitions. Ben, le moteur, en fait, au cours d'exécution, il serait capable de dire, ben, en gros, celle-là, j'en ai pas besoin, celle-là, j'en ai pas besoin, et puis je vais prendre que la partition qui m'intéresse. Voilà, il y a, dans la statistique étendue, ben, rajouter encore d'autres fonctionnalités. Voilà, en gros, pour la violence. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ça fait beaucoup de choses. J'ai une question sur l'aspect Ops. C'est quoi le bon use case pour déployer un serveur Postgre? C'est quoi l'infrastructure? Qu'est-ce qu'il faut comme disque ou comme SAN comment tu déploies un Postgre? Alors nous, on va privilégier des serveurs physiques plutôt que virtualisés. On va privilégier des disques locaux plutôt que des SAN ou des bits disques. Il faut avoir une bonne carte contrôleur avec un bon cache en écriture, surtout si on a un disque mécanique. Au niveau des RAID, on va plutôt conseiller du RAID 10 plutôt que du RAID 5. Du SSD aussi, bien entendu. Voilà. Après, en termes de processeur aussi, en fonction de l'activité de votre instance, si c'est par exemple si vous faites des grosses requêtes très costauds, ben, il vaut mieux avoir des processeurs avec moins de cœur mais avec une fréquence plus élevée. Et au contraire, si vous faites du web avec plein de petites requêtes, ben, il vaut mieux avoir une machine avec plein de cœurs, et même quitte à ce qu'ils soient un peu moins rapides. Voilà en gros. Du coup, en termes de capacité de stockage, là, dans ce que tu t'écris, ça veut dire que tu as une limite sur un serveur. Après, quand tu dépasses un certain volume, comment tu fais? Puisque si c'est des disques locaux, tu as une capacité limitée. Est-ce que tu as plusieurs serveurs? Mais alors, c'est quoi la topologie? Comment tu scales au-dessus par, disons, 20 Tera? Ah bah là, du coup, oui, quand il n'y a plus de place pour mettre les disques locaux dans la machine, on est obligé effectivement d'utiliser des baies de disques ou des attachements directs. Mais c'est ça, il n'y a pas une infrastructure logique, on va dire, où tu peux... Ouais, genre du sharding, des trucs comme ça. Non, en fait, la pratique plutôt, c'est de faire la scalabilité verticale, c'est-à-dire en fait de gonfler les ressources sur une machine, et quand on ne peut plus faire la scalabilité verticale, là, effectivement, on va faire la scalabilité horizontale en rajoutant des machines, en splittant vos jeux de données. Mais après, dans les faits, souvent, actuellement, on a quand même des disques qui arrivent à monter à des capacités très élevées, quand même du SSD. Les SSD ils font plusieurs téraoctets de données, donc sur un serveur, on peut quand même en mettre pas mal. Nous, après, je sais pas, on a quand même des machines avec qui ont plusieurs téraoctets de données et on n'a jamais besoin d'éclater ça sur des baies de disques. En fait, les gens qui utilisent des baies de disques, c'est plutôt pour une facilité d'administration. Quand ils ont plein d'instances et tout ça, ben, ils ont une baie de disque, il faut tout dessus, et puis au moins ils arrivent à pouvoir segmenter l'allocation du volume de données en fonction de chaque serveur. Bon, cool. Merci.